Chers amis, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Présence protestante. Une émission consacrée au nouveau film d'Idriss Gabel. Nous l'avions déjà reçu sur ce plateau avec son film bouleversant « Je n'aime plus la mer ». Aujourd'hui, il nous revient avec sa nouvelle réalisation, Le fantôme de Spandau, accompagné de Marie Calvas, co-réalisatrice. Ils sont tous les deux nos invités. Peut-on pardonner l'impardonnable? Tel pourrait être un des thèmes de ce film. Avec ce documentaire, nous explorerons le cœur, les entrailles humaines, les grandes blessures que l'humain peut infliger à un autre humain. Rudolf Hess a été le bras droit d'Adolf Hitler. Il a été emprisonné à la prison de Spandau à Berlin pendant plus de 40 ans. Les 10 dernières années de sa vie, il les a passées accompagné par le pasteur Charles Gabel, le grand-père de Idriss et de Marie. Les dernières phrases de ce film nous font plonger dans l'intensité des dialogues, du témoignage et des réflexions très poignantes de ce film. Regardez et écoutez. En engageant ce dialogue avec notre grand-père, nous ne savions pas où il nous conduirait. Le chemin parcouru ensemble nous a permis de mieux comprendre son travail d'homme de foi, d'aumônier d'un nazi, en qui il a voulu continuer à voir un homme. Un homme qu'il avait espéré jusqu'au bout conduire sur la voie du repentir. Notre grand-père ne l'a pas dit, mais nous savions que cette mission inachevée ne l'avait pas laissé indemne. Après Berlin, Charles quittera définitivement l'aumônerie. Mais son combat n'était-il pas perdu d'avance? Même si Rudolf Hess avait demandé le pardon, qui aurait pu le lui accorder? Et au nom de qui? Il prétendait avoir tourné la page de son passé. En fait, il n'a jamais pu y faire face. Muré dans le silence, le fantôme de Spandau a fini par s'enfuir, à tout jamais. Marie Calvas et Idriss Gabel, bienvenue en tout cas sur notre plateau. Merci beaucoup. C'est quand même une aubaine quand on est les petits-fils, qu'on est réalisateur, réalisatrice, et qu'on entend son grand-père dire qu'il a été un intime d'un nazi, comme l'a été le bras droit d'Hitler. Et donc on a envie de faire un film. Ben, en fait, il a été l'aumônier de Rudolf Hess, on était nous enfants déjà, donc on n'était pas encore réalisateurs. Donc c'est quelque chose avec lequel on a grandi. Donc ce n'était pas forcément une aubaine dans ce sens-là, mais plutôt une normalité. Et donc nous, on a grandi avec cette normalité. Maintenant, nous sommes tous les deux réalisateurs, réalisatrices, et c'est justement Marie qui est venue un peu avec, au départ, cette idée de les réinterroger par rapport à ça, parce qu'enfant, on s'était construit sur une idée, pour nous, ça paraissait tout à fait normal que notre grand-père ait été l'aumônier d'Adolf Hitler et qu'il ait donné de l'amour aux prisonniers. Mais c'est vrai qu'en grandissant, devenant adulte, on s'est rendu compte que ce n'était pas normal pour tout le monde. Ce n'était pas la normalité dans notre entourage qui nous interrogeait quand on en parlait de cet épisode de la vie de notre grand-père. Mais on a vu que ça posait des questions, ça soulevait vraiment toute une série d'émotions même chez les personnes. Et donc c'est là qu'est venue l'idée, qu'on a travaillé ensemble là-dessus, de finalement le réinterroger, mais avec un regard d'adulte. Et donc effectivement, voilà, comme réalisateur et réalisatrice, on a fait tout ce cheminement avec notre grand-père. Marie, ça veut dire que votre grand-père en parlait, et quand vous l'avez réinterrogé, vous attendiez à un tel voyage? Alors un tel voyage, non, pas forcément. Parce qu'effectivement, comme le disait Idriss, quand on était petit, on n'avait pas les mêmes questions, évidemment. Donc on avait grandi avec cette histoire, mais sans trop aller en profondeur, en fait. Et voilà. Et c'est là, quand on a commencé à vraiment construire le film à deux, et surtout à rencontrer le grand-père, parce qu'on n'avait jamais vraiment, s'était jamais vraiment posé avec lui pendant plusieurs jours pour parler de ce sujet-là. Et là, effectivement, le voyage a commencé. C'est-à-dire qu'il nous a emmenés en plus, il a une mémoire si vive qu'il nous emmenait dans des souvenirs très précis, des choses qu'on n'imaginait pas. Voilà. Quand on regarde le film, il a plein de documents. On voit des documents étalés, il a gardé beaucoup de choses. Donc il y a aussi une mémoire écrite. Il a
garder ça. Tout à fait, ça c'est ce qui nous a beaucoup étonnés. Et d'ailleurs, on remercie une de nos tantes qui a lâché le morceau parce qu'au tout départ, quand on construisait le film, on était resté sur un témoignage, on imaginait notre grand-père nous parler et tout ça. Et puis en parlant avec la famille, une de nos tantes nous dit, vous savez qu'au grenier, là, il y a des tonnes et des tonnes de documents de cette époque et tout ça. Enfin, bon, voilà. Et on a ouvert les cartons et c'est là qu'on a découvert toute cette manne et qui a permis en plus de construire du coup le film autour de ça aussi, de ces documents inédits, de tout ce qu'avait gardé notre grand-père. Justement, quelles sont les grandes questions, le grand thème pour vous de ce film? Ce qui nous a animés au départ, en fait, ce qui nous interrogeait, et finalement ce qui interrogeait un peu tout le monde quand on en parlait, c'est comment notre grand-père a pu donner de l'amour et finalement donc à un nazi, un bourreau Et pas n'importe lequel, il est quand même le penseur. Oui, tout à fait. Il a vraiment construit l'idéologie. Le grand public, on l'a un peu oublié parfois dans l'histoire, mais voilà, il faut remettre le contexte. Il a vraiment participé à l'écriture de Mein Kampf. C'est ça. Certains historiens disent que c'est lui qui a été la plume. C'est ça, voilà. Les historiens ne tombent jamais d'accord sur Rudolf Hess. C'est un personnage très mystérieux. Mais effectivement, certains pensent que c'est la plume, d'autres que non, il a juste tapé. D'autres pensent qu'il a amené même des idées dedans par rapport à Hitler. Enfin voilà, qu'il a suggéré des idées, comme par exemple, j'ai oublié le terme... L'espace vital. Oui, l'espace vital allemand, voilà, effectivement, qui a amené de la conquête de l'Union soviétique, enfin voilà, et donc de tous les massacres aussi qui ont lieu là-bas. Voilà, donc il y a beaucoup de poids qui pèsent, en tout cas sur les épaules de ce Rudolf Hess. Et donc effectivement, être l'aumônier de cet homme, ça n'est pas rien. Et nous aussi, c'était une façon de mieux comprendre finalement ce qu'est ce métier d'aumônier. Voilà. Quel est ce métier qui fait qu'on doit donner de l'amour, en tout cas faire un travail là-dessus, avec n'importe qui. Et n'importe qui, là, dans ce cas-ci, c'est vraiment... On peut difficilement avoir un pire exemple que celui-là. Et c'est ça qui nous intéressait, parce que dans notre démarche, nous ne voulions pas présenter Rudolf Hess comme une caricature, mais bien comme un être humain. Et donc ça, pour beaucoup, ça peut choquer, mais c'est pourtant ça. Le propre de l'humanité, c'est d'être capable du pire comme du meilleur. Certains de ces dirigeants nazis ont été certainement des très bons pères, voilà, ou des hommes qui ont même... Il y en a même qui ont parfois sauvé des Juifs, mais de façon ciblée. Donc c'est ça qui est paradoxal, de participer à une telle machine et d'être capable du pire comme du meilleur. Et donc au final, quand on doit rendre des comptes à la justice, quand on purge sa peine, eh bien là, c'est un autre temps, et c'était donc le temps de l'aumônier. C'était ça dont on voulait parler de ce temps-là. Qu'est-ce qui vous a le plus touché, Marie, dans ce film? Est-ce qu'il y a quelque chose, une image, une phrase Moi, il y a beaucoup la rencontre avec ma grand-mère. Voilà. Ce moment avec ma grand-mère dans la cuisine, où... c'est vrai que souvent on a interrogé notre grand-père sur cette période, puisqu'évidemment c'était l'aumônier, mais il y avait sa femme derrière, voilà. Et qui réfléchissait à tout ça, qui n'était pas juste dans sa cuisine. Voilà. Elle est omniprésente d'ailleurs dans le film. Elle prend elle prend une importance dans ce film qui moi me plaît. Et oui, effectivement, cette rencontre face à face avec ma grand-mère qui me parle du pardon, oui, ça a été un moment fort. Ouais. Alors, nous allons continuer notre émission en regardant un deuxième sujet. Et ce deuxième sujet, nous voyons en tout cas Charles Gabel, il raconte en tout cas quand il a 10 ans, quand son père part sur le front, et ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Et puis dans la seconde partie du sujet, nous abordons plus spécialement le rôle de l'aumônier. Nous regardons. Papy Gabel, le papa de Monsieur Charles Gabel, ici présent. Et du coup, ton père est parti à la guerre. Parce que toi, tu avais quel âge? J'avais 10 ans. 10 ans, oui. Papa est parti pour le front le 5 septembre 1939 par un train spécial, un train pour les Français de Belgique qui partaient au front. Ça, c'était vraiment très dur. Même ma mère s'est évanouie sur le quai. Pour dire comment c'était émouvant. Et quand tu étais à cet âge-là, 10 ans, 12 ans, qu'est-ce que tu comprenais d'Hitler, du nazisme? Je comprenais surtout qu'on m'avait pris mon père pour aller les combattre. On voyait au fur et à mesure que les années passaient, on voyait tous les malheurs qui s'abattaient sur tant de gens. J'ai quand même eu connaissance que des amis juifs, même de la famille, étaient déportés.
Je savais, je suivais tout ça. Et donc, oui, Hitler, c'était vraiment l'ennemi à battre, Hitler et son idéologie. Mais encore une fois, pour un enfant, c'est un peu confus malgré tout. Moi, j'avais une grande carte du monde où j'épinglais avec des petits drapeaux tous les progrès des uns et des autres. On avançait, on reculait, tout ça, ça m'intéressait. J'avais une grande carte au mur dans la mansarde et j'y passais des heures à corriger le front. Ah oui, c'est l'enfance. Ce qu'il faut dire quand même, dans notre famille, personne, à ma connaissance, n'avait la haine des Allemands. Ça, c'était pour une famille chrétienne impossible. Donc papa est parti au front combattre Hitler, combattre le nazisme, mais pas les Allemands, un Allemand en particulier, je veux dire. C'est pas la même chose. Combattre une idéologie, combattre le peuple qui l'a subi, cette idéologie, évidemment, mais pas avec de la haine. Ça, c'est impossible. Et du coup, comment tu qualifierais cette relation que tu avais avec lui? C'était quoi? C'était juste une relation d'aumônier à prisonnier? Non. Évidemment, la première approche, c'était quand même difficile quand on sait ce qui s'est passé, ce que les Allemands ont fait de terrible pendant la guerre. Oui. Il y a ça, il y a le fait qu'il était quand même un des responsables, le fait que c'était pour moi aussi une très grande responsabilité d'accepter ce poste. Mais je savais une chose, si je vais en prison, ça c'est valable pour n'importe quel prisonnier, si je suis aumônier de prison, je dois, premier point, aimer le prisonnier, même s'il est condamné à mort, même s'il a tué des gens, même... Bon. Enfin oui, si l'amour de Dieu passe à travers nous, si nous sommes le canal, il faut que nous-mêmes, on aime la personne vers qui on va, sinon ça ressemble à rien. Donc j'ai essayé de m'investir et je pense qu'il a senti. Et lui m'a considéré vraiment comme quelqu'un de proche de lui. On s'implique, forcément, on s'implique. Alors, pour moi, je me suis impliqué beaucoup. Je suis impliqué à fond. Un imam, un rabbin, un curé auraient fait comme moi. Là, il y a plusieurs articles qui ont été censurés. Tous les jours, les directeurs se réunissaient pour censurer la presse quotidienne, le programme de télé, le courrier, tout ce qui concerne non seulement les 2 guerres mondiales, le nazisme, mais aussi la Shoah, les Juifs, Israël, tout était censuré. Et donc les aumôniers, avant moi et moi-même, nous avons essayé, puisque S recevait ces journaux, mais censurés, donc dans celui-ci, il ne devait pas rester grand-chose, hein, voilà. Ah, donc tu répertoriais les articles censurés? Je notais, oui. Ben oui, il me montrait le journal avec ce qui manquait. Donc je recherchais le journal chez moi, où je l'achetais en vitesse, si je pouvais le retrouver, pour pouvoir lui dire de quoi il s'agissait. Hein. Là, je mettais là, celui-là, censuré. Alors, où est la censure Où est la censure? Ah, voilà. Je crois que c'est une visite de Pérez en Allemagne, voilà, qui était Premier ministre en Israël. Pérez en Allemagne, c'est censuré. Voilà, par exemple, ici, le ghetto de Varsovie, il y a une cérémonie. Quand le ghetto de Varsovie s'est soulevé contre les Allemands, eh bien, c'est censuré. Là, c'est un procès donc, concernant l'euthanasie que les nazis faisaient subir à leurs propres citoyens handicapés. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est censuré. Je ne suis pas le seul à dire que c'était complètement absurde, parce que ne pas vouloir que les détenus, et notamment S quand il était seul pendant tant d'années, ne puissent pas prendre connaissance de ce que l'Allemagne, après le nazisme, dit du nazisme, par exemple, des procès contre d'anciens dirigeants de camps de concentration, par exemple, ou d'anciens officiers SS, ne pas entendre parler d'Israël, de ce que les Juifs ont pu créer là-bas, après la guerre. Enfin, c'est invraisemblable. Alors qu'on a reproché à ces gens, et à lui aussi, cette idéologie qui a conduit à des crimes. Mais c'est impensable. Heureusement, les aumôniers ont été là pour parler avec lui, pour débattre un peu de ces sujets, et lui montrer ce qui était censuré pour que... Il était très reconnaissant parce qu'il voulait savoir, lui aussi.
Heureusement que les aumôniers, il y a eu l'influence des aumôniers protestants là, qui ont parlé avec les prisonniers. Marie, votre grand-père a eu un parcours partant de cette image d'Adolf Hitler, l'homme à abattre quand il était enfant, cet homme qui lui a pris son père. Et puis au début des années 80, parce que c'est là où ça se situe, le moment où il est aumônier de Rudolf Hess, de voir aimer cet homme qu'il a en face de lui, c'est un sacré parcours. C'est un sacré parcours, oui. Parce qu'il était déjà aumônier, évidemment, il nous avait toujours dit que voilà, être aumônier, c'était venir avec de l'amour, mais c'est vrai que quand on est confronté à ce genre de prisonnier, quand son père est allé, enfin voilà, quand il y a toute cette histoire derrière, c'est encore plus fou et c'est là qu'on a vraiment découvert le métier d'aumônier aussi en lui posant des questions. C'est que finalement, lui, il trouve pas ça fou, notre grand-père. Bah oui, il est aumônier, il vient avec de l'amour pour le prisonnier, bon ben voilà. Après, évidemment, ça a pris 10 ans de construction d'une relation avec ce prisonnier, c'était pendant 10 ans, 10 ans c'est pas rien. Donc là, après, se sont posés des questionnements encore plus profonds. Et Rudolf Hess était le seul prisonnier dans cette prison de Spandau, où il s'y retrouvait un moment tout seul. Tout à fait, il était le seul prisonnier de cette prison, et puis notre grand-père était la seule personne à pouvoir le voir seul. Donc forcément, il y a un lien qui se crée, et voilà, et un grand-père qui va être bouleversé aussi dans ses réflexions aussi face à un prisonnier comme celui-ci. Bien sûr, il y a tout un cheminement. Il ne rencontre pas Rudolf Hess juste après la guerre. Il y a aussi toute une sorte de guérison qui se fait parce que, bon, il a été aussi, d'une certaine manière, une victime. Votre grand-père a été une victime du nazisme. Mais il n'y a pas de haine. Oui, c'est ça qui est frappant, effectivement, dans notre famille. Et voilà, parce que le film, on va l'apprendre, on a plusieurs membres de notre famille qui sont passés par des camps de concentration, etc. Et c'est ça qui est étonnant, effectivement, dans cette éducation, de bien faire la distinction entre nazis et allemands, c'est déjà important. Et puis, voilà, de chercher entre le bien et le mal et de voir comme on le disait en début d'émission, qu'un homme du mal, il y a du bien en lui. Et donc, ça va être tout le cheminement du travail. Notre grand-père, ne devient pas aumônier du jour au lendemain. Il passe par l'armée du salut. Notre grand-mère aussi, c'est pas du tout quelqu'un qui reste dans sa cuisine, même si dans le film on la voit dans sa cuisine. C'est quelqu'un qui a vraiment été qui est engagé dans la Croix-Rouge, pasteur, voilà, tous les deux missionnaires dans plusieurs pays d'Afrique. Ils ont ouvert des écoles, etc. Travaillé dans la Croix-Rouge aussi là-bas. Donc voilà, c'est tout un chemin de vie qui, voilà, à un moment donné, ils reviennent d'Afrique. Sans aucun projet, si ce n'est que c'est fini là-bas. Et c'est là que notre grand-père va retourner donc à l'aumônerie via l'armée française. Donc c'est l'armée française, en fait, qui va être très intéressée de son profil parce qu'il a une maîtrise d'allemand. Et ça tombe au bon moment. Il n'y a plus... l'ancien aumônier de Spandau s'en va. Il ne reste plus qu'un seul prisonnier, Rudolf Hess. Les autres sont tous sortis. Et voilà qu'on va proposer ce poste à notre grand-père. Et donc, pour lui, c'est un choc. Il ne s'était pas prédestiné à ça. Et donc, il va prendre le temps aussi de se renseigner, de reprendre un peu. La guerre était loin derrière. Et de revoir à quel homme il a affaire. Et il a accepté la mission. Voilà, il a vu ça comme une mission. Et il s'est dit, OK, si j'y vais, c'est pas pour aller découvrir des secrets, des mystères, mais je vais essayer de confronter cet homme à son passé. Et quelle est la différence, finalement, entre combattre une idéologie et accompagner un homme ? Parce que c'est ça qui est la trame par derrière. On est face à une idéologie incarnée par un homme, puisque ça a été à un moment l'idéologue du nazisme, et d'un seul coup, on est face à un homme, on pourrait être complètement désarmé, parce que quand on voit le film, il est presque touchant, Rudolf Hess. Quelques photos qu'on a de lui, ce grand-père, ce vieillard, qui était grand-père d'ailleurs. C'est ça qui est toujours étonnant, c'est tous ces hommes de grande figure deviennent tous à un moment donné des vieillards grabataires pour lesquels effectivement on peut avoir de la pitié, mais il ne faut pas justement, il ne fallait pas oublier le travail de notre grand-père. Il a vraiment, et c'est de là, ça sera dans le film, c'est tout ce que raconte le film, il a essayé... On le voit d'ailleurs à un certain moment avec la censure. Il combat la censure. Tout à fait. Pour informer vraiment. Oui, pour l'informer, pour le faire
pour le mettre en face vraiment de ses actes, de ses conséquences. Voilà, effectivement, comme la prison était gérée par les quatre alliés, bien, finalement, ils avaient décidé avec les Russes de censurer toute info, ce qui était complètement aberrant, de plutôt faire un travail de réparation, comme aujourd'hui en justice. Si vous faites un acte, ben, il y a un travail de réparation vis-à-vis des victimes. Ça n'a pas du tout été pensé dans la justice de Nuremberg, mais c'est ça que notre grand-père, ben, effectivement, pour combattre cette idéologie, ben, va à chaque fois lui essayer de lui montrer tout ce qu'il n'a pas vu, puisque Rudolf Hess a quitté la guerre très tôt, en 1941. Donc voilà, mais lui, il a vu un homme, c'est ça en fait aussi. Tout ce qu'on découvre dans le film, c'est l'homme, sans oublier l'idéologue, sans oublier le mal qu'il a fait, mais l'homme qu'il était. Et donc s'interroger nous-mêmes tous sur comment dire, cette capacité qu'on a de faire autant le bien que le mal. Alors nous arrivons maintenant, à ce qu'il me semble en tout cas, à un grand moment dans ce film, lorsque votre grand-père parle de Simon Wiesenthal, qui a été quand même chasseur de nazis. Ils vont se rencontrer, et là il y a un témoignage très poignant, et nous passerons la fin de l'émission sur ce témoignage. Nous regardons maintenant. Simon Wiesenthal, ici dans ce journal, on l'appelle témoin et justicier. Et là, dans ce journal allemand, il est écrit Simon Wiesenthal qui a dit que le but de sa vie, c'était la justice et non la vengeance. Comme je lui avais expliqué ce que nous tentions pour Hess, il m'a dit « Je ne m'y associe pas évidemment en aucune façon, mais je comprends très bien votre démarche comme pasteur. » Ça, c'était déjà très important à mes yeux. Et puis alors, il nous a raconté cette histoire vraiment tragique et difficile à supporter. Il était dans un camp de concentration et on l'avait mis au travail dans un hôpital pour des soldats allemands blessés sur le front russe. Il travaillait dans la cour et tout à coup, une infirmière allemande est venue vers lui et lui a dit « Voulez-vous me suivre ?» Il était obligé de la suivre. Elle l'a amené dans une chambre, dans les étages de l'hôpital, l'a amené dans une chambre où il y avait un blessé allemand, un jeune soldat, SS, 20 ans, couché, la figure toute bandée, on voyait à peine ses yeux, et il voulait qu'un juif lui pardonne, parce que, étant dans les SS, dans une troupe spéciale dans je ne sais plus quelle ville d'Ukraine, il a participé à un massacre de juifs qu'on avait rassemblés dans un immeuble. On les a massacrés. Il a été obligé de participer à ça. Après, il était gravement blessé. Il était en train de mourir et il voulait un pardon. Et il voulait que ce soit un juif qui lui pardonne. Donc, Wiesenthal s'est trouvé en présence de ce garçon qui est arrivé à lui agripper la main un moment et qui vraiment suppliait. Et puis, Wiesenthal nous a dit, ça c'était très difficile. J'aurais dû pardonner pour d'autres qui avaient été déjà massacrés et tous ceux qu'on allait encore. C'était pas possible, donc ça a été dur, mais je ne pouvais pas. Je suis sorti au bout d'un moment. Mais il dit, toute ma vie, je me souviendrai et je me demanderai si j'avais eu raison de ne pas pardonner. Ça ne nous est pas tombé dessus comme ça. Toute ma vie, je me demanderai si j'ai eu raison ou pas de ne pas pardonner. Un chemin vers le pardon, c'est difficile. On sent vraiment toute la tension. Ben, là, Wiesenthal, en plus, c'était pardonné, pas en son nom, mais c'était le peuple juif. Au nom de la communauté juive. Voilà, donc c'était un fardeau incroyable. Et donc c'est ça qui est fou avec cette rencontre entre notre grand-père, enfin nos grands-parents et Wiesenthal. C'est que tout d'un coup, il y a un sujet qui a jailli entre eux de ce truc de pardon, puisqu'en fait, nos grands-parents, quand ils allaient voir Wiesenthal, c'était presque pour être absous, pour dire est-ce que voilà, si on fait des démarches, est-ce qu'on est dans le droit chemin, en fait? Ils avaient un peu envie d'avoir une caution du peuple juif, et Wiesenthal était quand même la figure, voilà. Donc, et ils se sont mis à parler pardon, ce qui, je pense, mes grands-parents ne venaient pas pour demander à Wiesenthal est-ce qu'il doit être pardonné ou pas. Oui. Mais Rudolf Hess, lui, n'a jamais demandé pardon.
Non, il n'a jamais demandé pardon. Notre grand-père, ça a été tout ce travail. Pourtant, c'était le combat de votre grand-père. Tout à fait. Et on le découvre dans le film, il y a tout un travail. Mais je pense que Rudolf Hess, il avait ses démons, il savait qu'il était un symbole. Et donc, il n'arrivait pas à tourner la page. Pourtant, il prétendait l'avoir tournée. Mais pour moi, par cette volonté de ne pas demander clairement pardon, il n'a pas tourné la page, justement. Mais nous c'est tout un questionnement dans le film qui nous a vraiment animés et nous a donné beaucoup d'énergie à la réalisation de ce film. Cette question du pardon, elle n'est pas anodine, en tout cas. Est-ce que finalement, Rudolf Hess n'a pas refusé de reconnaître le côté monstrueux de sa personne? Parce que c'était ça, demander le pardon, c'est se confronter à son côté monstrueux. J'ai été l'idéologue, j'ai fait ça. Oui, pour lui, il n'y a pas de côté monstrueux à être un idéologue. Enfin voilà, on dit souvent qu'à Nuremberg, il a totalement nié, quand il a vu les images là, des camps de concentration, il a dit que c'était de la propagande et que c'était pas vrai, que ça n'avait pas existé, donc du négationnisme total dès cette époque-là. Donc je pense que le côté monstrueux, c'est pas comme ça qu'il se voyait. Alors bon, maintenant, l'heure avance malheureusement. Ouais. On s'aperçoit que c'est un film extrêmement passionnant qui soulève des tas de questions, qui nous donne des pistes. Mais où peut-on le voir? Mais alors, cet été, il sera sur Univers Ciné, uncut.be, enfin en VOD donc, et aussi sur l'Apple Store. Donc il sort plutôt en VOD. Le problème évidemment, Covid nous a coupé dans notre lancée. Il devait y avoir quelques sorties salles, mais on les reporte peut-être à la fin de cette année ou le début de l'année prochaine, quelques sorties salles. Mais c'est vrai qu'aussi, avec des associations, nous, on est vraiment partie prenante. Ils peuvent prendre contact via vous pour justement le diffuser et en débattre, en discuter. C'est ça qui est intéressant. C'est un film qu'on pensait vraiment accompagner, nous. On peut montrer ça dans les écoles. Tout à fait. C'est des questionnements accessibles à beaucoup de niveaux de public et c'est un film de mémoire. Voilà, c'est ce que nous voulions. Et donc, effectivement, que ce soit les enfants, les ados, les adultes, de se rappeler, voilà, parce qu'on est un peu dans l'oubli. Pourtant, nous sommes aux 75 ans de la libération des camps. Et donc, voilà, c'est toujours d'actualité. Marie, un dernier mot peut-être, mais très vite, parce que... un dernier... Oula, vous me prenez de court, là. Et donc, par rapport à ce film, par rapport aussi à votre actualité, quel est le prochain... Mon actualité, oui. Pardon, excusez-moi, mais j'ai pas d'actualité précise. Moi, alors je peux pas... Très bien, ben voilà. En tout cas, nous avons senti, réalisé que ce film était vraiment quelque chose à voir. Merci infiniment de nous avoir mis devant ces responsabilités, devant ce chemin possible du pardon. C'est ici que se termine notre émission de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine émission de Présence protestante. À bientôt.